Alors bonjour Normand, merci beaucoup de nous rejoindre et pour votre intervention matinale, puisqu'il est 6h30 du matin chez vous. Normand Landry, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et professeur titulaire à la TELUC, Université du Québec. Alors, première question, donc on va s'intéresser donc au développement de l'éducation aux médias. Qu'est-ce qui a impulsé le développement de l'éducation aux médias au Québec? Oui, merci. Tout le monde m'entend bien? Oui, très bien, merci. Ça va, vous m'entendez? Tout le monde, c'est bon? Bon, merveilleux. On a au Canada une très vieille histoire en éducation aux médias, une histoire qui a débuté à la fin des années 60, imaginez-vous. Donc, c'est une histoire qui a beaucoup de vécu. Dès la fin des années 60, on retrouve au Canada les principaux acteurs, les grandes organisations qui vont se constituer progressivement d'éducateurs passionnés, qui, suivant on pourrait dire, le travail de certains théoriciens des médias de masse, notamment Marshall McLuhan, vont se regrouper, vont commencer à formaliser des principes pédagogiques, des enseignements en éducation aux médias, et vont constituer des organisations. Donc, la chose débute dès la fin des années 60. Mais chez nous, comme dans plusieurs pays au monde, c'est vraiment au tournant des années 1980 que commence à se formaliser vraiment ce qu'on va appeler plus tard l'éducation aux médias en milieu scolaire. Il y a une volonté des acteurs éducatifs d'institutionnaliser la chose, c'est-à-dire de l'ancrer dans les programmes. Et il y a tout on pourrait dire, un travail de représentation auprès de la classe politique, des classes politiques au Canada, parce que nos systèmes éducatifs sont défédérés, si vous voulez, là, ils sont pas tous unifiés ou centralisés comme en France. Chaque province, chaque territoire a son propre système éducatif. Donc, ça fait autant d'acteurs qui sont mobilisés lorsqu'on veut inscrire dans nos programmes les fondements en éducation aux médias. Donc, le travail se fait et on voit entre le milieu des années 80 et le début des années 2000 une inscription progressive dans nos programmes au Canada de l'éducation aux médias. Il y a trois grands facteurs qui ont joué, ou plutôt trois grands thèmes qui ont insulté l'inscription de l'éducation aux médias dans nos programmes. Le premier, c'est le développement de la pornographie, et surtout de la pornographie sur VHS. Essentiellement, une sorte de panique morale chez les familles canadiennes de voir la pornographie rentrer dans les chaumières. Je fais partie de ceux qui sont un petit peu cyniques et disent que ça nous prend des chevaux de Troie pour parler d'éducation aux médias, des genres de thèmes qui sont associés à des paniques morales. Et une fois que la panique morale est installée sur les thèmes, on peut commencer à intéresser nos interlocuteurs sur les besoins de développer l'éducation aux médias. Très certainement que la pornographie chez nous au Canada a été un facteur qui a joué beaucoup. Deuxième facteur, c'est tout ce qui est de l'impact de la publicité chez les enfants dans les années 80. Ça a aussi beaucoup joué. Les parents étaient préoccupés, en fait, par la capacité de leur enfant à décoder de manière critique et distanciée les contenus publicitaires. Et le troisième grand facteur était une préoccupation qui est demeurée très, très forte sur l'influence des médias de masse et notamment des grandes productions américaines sur le développement des enfants. On pourrait avoir une belle discussion tout à l'heure sur ce que ça implique de conception préalable sur les enfants, sur leur passivité face aux écrans, sur leur capacité à décoder les contenus, à se les approprier, à faire des choses avec. Mais très certainement que ça a joué. Donc, les trois éléments clés, pornographie, publicité, influence des médias. Au Québec, plus précisément, il y a eu deux grandes vagues de développement de l'éducation aux médias. La première prit place à la fin des années 90. C'était une époque très particulière de refonte massive de nos programmes éducatifs. Et on en a profité, en fait, pour intégrer l'éducation aux médias dans nos programmes. Et la deuxième, qui a pris place beaucoup plus récemment, la deuxième moitié des années 2010, était la vague de l'inscription, si vous voulez, de l'éducation aux médias numériques dans nos programmes. Le Québec voulant rattraper le grand retard numérique de son milieu éducatif, on a développé un ensemble d'outils, un ensemble de directives, une révision des programmes, vraiment pour faire entrer une éducation critique au numérique à l'école. Maintenant, tant au Québec qu'à l'international, d'après moi, il y a un certain nombre de facteurs, et vous pouvez me dire si c'est le cas en France, qui favorisent, ou du moins qui conditionnent de manière très importante, l'intégration de l'éducation aux médias dans les systèmes éducatifs. La première, nous avons habituellement besoin de la présence d'une problématique
porte dans l'espace public associé à un thème fréquemment, la vie privée, la sexualité, l'influence des médias, l'intimidation. Maintenant, bientôt, on va en parler tout à l'heure, le développement de l'intelligence artificielle générative. Donc, une sorte de thématique qui cristallise un ensemble de besoins, de peurs, de problèmes associés aux médias et qui fait bruit, qui fait débat. Actuellement, c'est une condition nécessaire pour le développement de l'éducation média. Deuxième, un élément qui supporte massivement l'inscription de l'éducation aux médias, c'est très certainement une volonté d'avoir des refontes curriculaires, donc une refonte de nos programmes. Si on arrive à inscrire en fait l'éducation aux médias dans le cadre d'une refonte plus large, les probabilités que ça fonctionne sont sensiblement élargies. La troisième, ça c'est fondamental, on a besoin de la présence d'alliés au sein des instances publiques, la haute fonction publique, ou encore au sein de l'appareil gouvernemental. Cette présence d'agents infiltrés est vraiment essentielle au succès de l'inscription de l'éducation aux médias. Et finalement, ça nous prend un promoteur jugé crédible par les autorités publiques, soit une association, soit une personne universitaire, soit une figure publique. Toujours est-il que l'éducation aux médias doit être portée par une personne, par un organisme, par une institution qui est jugé être un interlocuteur crédible de la part du gouvernement pour agir sur la question. En somme, pour nous au Québec, le développement de l'éducation aux médias s'est fait sur la base de l'ouverture de fenêtres, de temporalité bien précise, où il était possible d'engendrer, de développer un discours public sur la nécessité de l'éducation aux médias et sur la nécessité de refondre les programmes en conséquence. Maintenant, d'après moi, au Québec, on est dans une conjoncture très particulière et une conjoncture qui est probablement analogue en France et ailleurs dans certains pays d'Europe. D'une part, on assiste au développement de l'intelligence artificielle générative, ce qui entraîne un énorme potentiel de l'éducation aux médias, une possibilité, une fenêtre d'opportunité programmatique qui est sans précédent pour pouvoir véritablement avoir un débat public sur le rôle et l'importance de l'éducation aux médias dans nos sociétés. Mais de l'autre part, j'avais des discussions informelles sur la question la semaine dernière avec Pierre et certains de ses collègues. Nous assistons chez nous à un grand ressac, une volonté de sortir les écrans des écoles, de sortir la pédagogie numérique, et on assiste même de plus en plus à un ensemble de directives et de législations qui visent vraiment à éloigner le milieu scolaire du numérique et du rôle qu'occupe le numérique en milieu scolaire. Donc, ce qu'on voit à ces égards-là, c'est que l'école fait un peu les frais des incapacités des pouvoirs publics à aborder correctement la question de fond, qui est celle du rapport des enfants et des technologies numériques dans les espaces hors école. On considère au Québec que les écrans occupent trop de place dans la vie des enfants, donc on agit en limitant le rapport aux médias, notamment aux médias numériques en milieu scolaire. Donc, vraiment, cette incapacité des pouvoirs publics à gérer correctement la relation enfant-média extrascolaire se répercute véritablement dans les politiques éducatives du Québec. Ensuite, on reproduit à l'heure actuelle au Québec des conceptions anciennes sur la passivité et la vulnérabilité des jeunes face aux médias. Donc, rien de nouveau là-dedans. C'est un vieux phénomène qu'on constate depuis des décennies, mais qu'on doit réactualiser maintenant au travers le concept de temps-écran. On préfère de plus en plus une approche restrictive aux médias numériques qu'à une approche qui est éducative. Donc, on voit vraiment cette tendance vers un certain conservatisme dans le rapport des enfants à la technologie et les directives des pouvoirs publics qu'on constate depuis quelques années s'alignent sur les craintes et sur les incapacités parentales à gérer la relation que les enfants ont avec les médias. Donc, on peut dire qu'au Québec, nous avons très bien institutionnalisé l'éducation aux médias dans nos programmes. Donc, c'est inscrit du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. On a maintenant un cadre de référentiel de la compétence numérique qui devrait prendre place, en fait, dès la tendre enfance jusqu'au développement de l'université. On est en train de réviser, en fait, la formation des enseignantes, des enseignants pour qu'ils puissent être plus outillés à faire de l'éducation aux médias à différents niveaux. Mais là où le bas blesse, et là où le bas blesse sérieusement, c'est le manque de support officiel pour créer des conditions gagnantes pour le développement de l'éducation aux médias concret en salle de classe au Québec. On pourra en discuter davantage dans quelques minutes.
c'est très certainement le grand enjeu qu'on a au Québec. Donc, un des arguments que je défends depuis plusieurs années, c'est que l'inscription, en fait, de l'éducation aux médias dans nos programmes scolaires constitue pas du tout un aboutissement, mais bien le début, en fait, de la conversation sur ce qu'on peut en faire en milieu scolaire. Les grandes questions qu'il faut se poser au Québec, en France, en Belgique, ailleurs en Europe, c'est quelle est la connaissance et la compréhension des acteurs des milieux éducatifs, des contenus curriculaires. Comment est-ce que ces acteurs-là arrivent à transcrire ces contenus-là en activités éducatives et pédagogiques efficaces? Quels sont les facteurs qui jouent sur leur capacité et leur volonté de traduire les contenus curriculaires en initiatives pédagogiques? Et comment, finalement, ces acteurs-là arrivent à évaluer ou non on peut dire, le succès ou leurs insuccès et la capacité de leurs apprenants à développer les compétences et les savoirs recherchés. Voilà. Donc, au moment, Normand, oui, donc l'éducation aux médias est une matière, donc c'est ça ce que vous disiez. Et est-ce que c'est considéré comme une matière ou c'est vraiment une grande erreur historique. La grande erreur historique du Québec, c'est d'avoir pris la logique fondamentale comme étant quelque chose qui fonctionne bien. Je vous explique. Évidemment que l'éducation aux médias est transversale par nature, qu'on peut en faire dans toutes les disciplines, dans toutes les matières, à tous les niveaux, et qu'il serait souhaitable, en fait, qu'on le fasse. Le problème avec la transversalité, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge de possession disciplinaire propre, et puisqu'il n'y a pas de prise en charge disciplinaire propre, très difficile d'identifier chez nous les acteurs précis chargés du développement de l'éducation aux médias en milieu scolaire. Il y a un genre de flottement, en fait, sur la prise en charge, sur les responsabilités, et ça rend beaucoup plus difficile, on pourrait dire, un développement cohérent d'éducation aux médias. Ce que nos collègues ontariens ont fait, c'est qu'ils ont situé l'éducation aux médias à l'intérieur d'une discipline particulière, notamment l'anglais. Donc, dans les cours de langue, on a un pilier principal, et ensuite, on en traite dans d'autres disciplines, dans d'autres matières. Mais le pilier principal fait que les enseignants en anglais en Ontario ont une charge bien définie en éducation aux médias et deviennent un peu, si vous voulez, les chevaliers, les porte-paroles, les défenseurs de l'éducation aux médias en milieu scolaire. C'est pas le cas du tout chez nous. Et comment ça se passe en dehors du milieu scolaire? C'est intéressant. L'éducation aux médias n'est pas chez nous un thème fort fédérateur, contrairement à d'autres pays en Europe. On traite beaucoup l'éducation aux médias en fonction de ses sous-thématiques. Par exemple, tout ce qui est des milieux de pratique associés au développement sain du bien-être de la petite enfance. Il va y avoir beaucoup d'initiatives ponctuelles associées notamment au temps écran, au développement des compétences numériques recherchées. On va traiter de la question sous cet angle-là. Et tout un domaine de santé publique, ce qui est du bien-être général, hein, la question de la représentation saine des corps, de l'estime de soi, des rapports harmonieux qu'on peut avoir avec nos pairs, notamment à l'adolescence, qui va être prise en charge par des acteurs du milieu de la santé. Le milieu, en fait, éducatif qui s'intéresse beaucoup aux questions de la cyberintimidation, de la civilité également, donc qui prend en charge ces aspects-là. Et finalement, depuis quelques années, au Québec, chez nous, on a le développement vraiment d'une volonté des acteurs du milieu journalistique de s'intéresser notamment à l'éducation à l'information et à tout ce qui touche à la désinformation et aux fausses nouvelles également. Donc, il y a une pluralité d'acteurs qui prennent des facettes de l'éducation aux médias, qui travaillent des éléments, mais sans nécessairement se revendiquer comme des acteurs de l'œil. En préparant cette interview, vous m'avez parlé de personnes qui étaient principalement bénévoles. Oui. Si vous pouvez nous expliquer. Un des grands problèmes qu'on a chez nous, et là je pense qu'on accuse un retard important avec la France, c'est qu'on a très peu d'organisations qui sont correctement financées et qui sont, on pourrait dire, crédibilisées par les pouvoirs publics pour agir comme acteurs officiels de développement de l'éducation aux médias. Donc, on a au Québec le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, qui est essentiellement porté par des journalistes qui travaillent d'arrache-pied, en fait, à développer des programmes et des contenus pour les milieux scolaires. La plupart de ces acteurs-là font ça soir et week-end, travaillent sans compter les heures, sont faiblement rémunérés, sont dans la course, en fait, aux subventions, aux supports financiers. Et ça limite beaucoup, en fait, la capacité des milieux communautaires ou des milieux associatifs à prendre en charge
une partie de l'éducation média chez nous. Et donc, face à ce constat, quelles sont après vos réflexions concernant l'évaluation de ces actions d'éducation aux médias et à l'information? Je pense que chez nous, on a mal fait la fameuse chaîne. Pour moi, il y a, et ça fait des années que je le soutiens, un certain nombre de dimensions constitutives en éducation aux médias. La première dimension, c'est quels sont donc les contenus et les connaissances que nous souhaitons véhiculer, quelles sont les compétences qu'on cherche à développer, et comment est-ce que les programmes intègrent et dans quelle mesure ces programmes intègrent ces connaissances, ces savoirs-là. Étonnamment de constater à quel point il y a peu de recherches sur les contenus curriculaires en éducation aux médias. Très peu de travaux qui s'intéressent vraiment à l'état de nos programmes et ce qui est dit dans nos programmes. Donc, première chose. Deuxième élément, on s'intéresse relativement peu aux pratiques pédagogiques déployées en milieu scolaire elles-mêmes. On ne sait pas ce que nos enseignantes ou nos enseignants font concrètement, réellement, en salle de classe, pour prendre les contenus curriculaires et les transposer en activités pédagogiques, en activités éducatives. On ne connaît pas, on connaît très peu, jusqu'à récemment, du moins jusqu'à temps qu'on commence à travailler sur ces questions-là, les facteurs qui influent sur la capacité et sur la volonté des milieux éducatifs à développer des enseignements en éducation aux médias. Quelles sont donc les raisons qui poussent les enseignants et les enseignantes à développer ou à ne pas développer des enseignements en éducation aux médias? Et puisqu'on ne connaît pas cette chaîne-là, il est très difficile pour nous d'avoir une idée précise et systématique des manières avec lesquelles l'éducation aux médias fait l'objet d'une évaluation formelle en milieu scolaire. Ce que l'on sait, c'est que lorsque il n'est pas obligatoire pour les enseignants d'évaluer leurs élèves, leurs apprenants sur des contenus d'éducation aux médias, ils ont tendance à dévaloriser l'intégralité des enseignements. Donc, la question de l'évaluation n'est pour nous pas simplement une manière de s'assurer, en fait, de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. L'évaluation est une manière de crédibiliser l'importance de l'éducation aux médias en milieu scolaire. C'est un élément qui est très important pour nous. Et autre élément clé, l'évaluation des enseignements dépend beaucoup, fondamentalement, des conditions de pratique, des conditions de travail, des conditions d'enseignement du corps professoral lui-même. Donc, c'est comme si pendant très longtemps, on a pêché au Québec par une certaine mise en abstraction. On s'intéressait au contenu, on s'intéressait au programme, et il y avait une sorte de pensée magique sur laquelle on se basait en disant, si c'est dans les programmes, si les contenus sont clairs, les choses vont se faire. Et les choses ne se font pas, et les choses ne se font pas pour des considérations qui sont essentiellement d'ordre pratique. Le support institutionnel, la capacité de réparer les équipements, la valorisation professionnelle, la composition de la salle de classe, la charge de travail, la formation des enseignants, tous ces éléments clés-là sont des éléments qui précèdent et qui conditionnent leur capacité à évaluer correctement, les élèves sur la base de leurs enseignements. Donc, je fais partie de ceux qui disent que il est temps qu'on se préoccupe des questions très terre à terre en éducation média qui touchent à l'ordre de l'organisation des conditions de travail et de l'organisation des conditions d'enseignement. Et l'évaluation de ces éléments-là vont influer de manière substantielle sur la capacité des milieux de pratique à évaluer leurs élèves. Et pour terminer, quel est votre regard sur ce qui se passe ailleurs en termes d'évaluation, les prémices de cette évaluation des actions d'éducation aux médias et à l'information? J'aime bien me faire critique, hein. C'est toujours très confortable d'être critique, ça donne l'impression qu'on est au-dessus de la mêlée. Mais là, je vais plutôt me faire jovialiste un peu. Lorsqu'on a un peu de perspective historique sur le développement de l'éducation aux médias, on se rend compte qu'on est arrivé véritablement dans une certaine phase de maturité. Maturité au strict niveau académique. Tous ceux qui travaillent sur le sujet vont pouvoir vous le dire, on est sorti de la marginalité. Il y a maintenant de plus en plus de gens qui s'intéressent à la question, qui font de la bonne recherche, qui font de la très bonne recherche. On est sorti au niveau de la marginalité également, je pense, au niveau strictement de nos programmes. Il y a un développement accéléré des programmes qui se fait sur la scène internationale, en Occident comme ailleurs dans le monde, associé aux nouvelles problématiques associées au numérique. Donc, on est en train véritablement d'ancrer plus rapidement qu'on le faisait auparavant
l'éducation aux médias, notamment aux médias numériques, dans les programmes à travers le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on pourrait dire le grand élément qui a manqué à notre travail pendant très longtemps, la question d'évaluation, qui fait peur à tout le monde, soit dit en passant, des enseignants jusqu'aux autorités scolaires, jusqu'aux profs d'université qui font de la recherche sur la question, est en train d'être développé et est en train d'être considéré comme un sujet d'importance cruciale. Donc, nous sommes en phase de maturation. Donc, j'entendais parler des travaux qui étaient conduits par Pierre et ses collègues, par d'autres collègues en France également. J'ai bon espoir que dans 5 et 10 ans, il va y avoir véritablement des outils vulgarisés, disponibles, basés sur la recherche, qui vont être rendus disponibles à plusieurs corps de métier à travers l'Occident. Donc, je suis assez optimiste à ce niveau-là, je vous dirais. Normand Landry, merci beaucoup. Donc maintenant, on va laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions. Voilà. Question de Pierre Fastry. C'est bon, il n'y a pas besoin d'appuyer. Non, il faut juste plier. Normand, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Salut. J'ai une question un peu peut-être en prolongation de la fin de ton intervention, une question prospective. Puisque le diagnostic que tu poses est celui d'un développement de l'éducation aux médias assez différencié entre le secteur scolaire, où il y a cette inscription dans les programmes, mais pas nécessairement encore le travail sur les conditions de développement des contenus et des conditions d'enseignement, et puis cette myriade d'acteurs qui se sont chacun saisis de problématiques différentes dans le secteur hors scolaire. Comment tu vois les perspectives de développement de l'éducation aux médias à moyen ou à long terme, justement dans l'interaction entre ces deux contextes? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une interaction, une convergence entre les acteurs du secteur scolaire et les acteurs, parascolaires, du milieu de la santé, du milieu des médias d'information, et si oui, quelles sont les voies d'intégration que tu vois pour le plein développement de l'éducation aux médias et à l'information? Merci, et à bientôt. Une bonne question. Nos systèmes éducatifs au Québec sont sclérosés. Ce qui veut dire qu'il est très difficile de faire du changement significatif. Il est très difficile de s'intégrer à nos systèmes scolaires. Il y a un genre de cloisonnement, de verrou, qui fait que c'est des systèmes qui sont longs à bouger. Et lorsqu'on modifie nos programmes, la première chose qui se pose, c'est une difficulté importante de la part des acteurs scolaires à mettre en œuvre de manière correcte nos programmes. Ce qui crée un besoin auquel certains passeurs peuvent répondre. Et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle au Québec avec le Centre québécois de l'éducation aux médias et à l'information. Ce sont des gens qui essentiellement prennent pour des points de départ que les enseignants et les enseignantes ont beaucoup de difficultés à enseigner les enjeux associés à la désinformation et donc se font le pont entre une expertise basée sur la désinformation, le milieu journalistique particulièrement adapté pour ce faire, et les besoins des enseignants, et offrent des formations d'appoint en milieu scolaire qui sont valorisées, recherchées par le milieu éducatif. Donc, mon instinct fondamental me dit qu'il s'agit vraiment d'une voie de sortie qui pourrait être très intéressante chez nous comme ailleurs, c'est-à-dire que les groupes des milieux communautaires ou des milieux associatifs qui ont une expertise particulière ont tout à gagner à se faire passer. Donc, à interagir davantage avec les milieux scolaires, aller en salle de classe, à développer des contenus éducatifs pour nos enseignants et nos enseignantes, parce que la volonté fondamentale qui serait que nos enseignants et nos enseignantes soient correctement formés pour aborder des thématiques qui sont profondément complexes, cette volonté-là, pour moi, n'est pas réaliste à court terme. D'autres questions? Oui, Mariana Gréppinet. Alors, je suis journaliste et je suis également doctorante. Je commence une thèse sur le rôle des journalistes dans l'éducation aux médias, justement. Et je me demandais, en fait, on parle beaucoup d'évaluation, on parle toujours de l'évaluation des enseignés, en fait, des jeunes. Et du côté des formateurs, finalement, est-ce qu'il y a des choses
qui existent, et bon, en l'occurrence, là, je m'intéresse un peu à mon sujet, c'est-à-dire sur les journalistes, et je sais que vous êtes en avance là-dessus, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'avance, mais en tout cas que les journalistes, la communauté journaliste est davantage mobilisée peut-être chez vous que chez nous, même si ça commence à bouger. Est-ce qu'il y a des choses, des évaluations sur ces formateurs ou ces intervenants en éducation aux médias? Oui, on débute. Je fais partie d'un projet de recherche qui s'intéresse beaucoup, en fait, pour l'instant, on est surtout dans le déclaratif. On s'intéresse au sentiment de compétence et à la capacité des corps enseignants de prendre en charge des éléments associés à l'éducation à l'information et aux besoins auxquels répondent formellement, justement, des formations qui sont développées par le milieu journalistique en milieu scolaire. Donc, notre intérêt est d'abord de comprendre pourquoi les enseignants font appel à des acteurs externes pour traiter de thématiques qui sont au programme. Donc ça, déjà, c'est une question qui m'apparaît fondamentale. Et à quoi répond et à quels besoins répond la formation. Et par la suite, on s'intéresse également à la capacité des formations à rejoindre ou pas les objectifs curriculaires et les besoins des enseignants et des enseignantes. Donc, on n'est pas dans l'évaluation formelle des compétences enseignantes sur les thématiques, mais plus sur à quel point la formation répond à des lacunes ou à des problèmes ou à des enjeux associés à la capacité des corps enseignants de se saisir de thématiques qui sont complexes associées à la désinformation et à l'éducation à l'information. Est-ce que j'ai répondu correctement à votre question? Une dernière question avant qu'on clôture cette rencontre. Je vais juste dire un petit mot sur cette question parce que c'était un choix qu'on avait eu à opérer avec Lucé Louvain. À un moment donné, on avait eu 2 pistes de thèse, une sur l'évaluation la lecture de contenu médiatique par les apprenants, puis l'autre thèse était d'analyser comment la posture si c'était des enseignants qui menaient les actions, ou si c'était des journalistes, ou si c'était autres. Mais on n'a pas pu mener ce deuxième travail, et le champ ce champ-là est ouvert, donc c'était très bien que vous lanciez dans cette thèse-là, et voilà, qu'il y ait d'autres acteurs sur d'autres sujets, quoi. Non, je pensais. J'ai vu. Une dernière question? Non? Donc, Adeline Segui-Entraigues. Oui. Bonjour Normand. Alors, on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a quelques années. Voilà. Et je voulais avoir votre avis sur, justement, suite aux perspectives en éducation aux médias et aux recommandations, en tout cas aux décisions qui ont été prises, d'après ce que j'ai compris, au Canada comme en France, d'éloigner nos jeunes des écrans et notamment dans l'éducation. Comment gérer ce paradoxe-là de former en éducation aux médias et à l'information et justement d'enlever les écrans dans les écoles? Une bonne question. C'est une bonne question. La conclusion. J'ai pas tout à fait la réponse. J'ai des pistes. Il y a toujours eu cette genre de confusion chez nous entre l'éducation aux médias ou l'éducation par les médias, essentiellement. Donc ça, c'est un élément clé. Il y a tout un volet de l'intégration de la technopédagogie en milieu scolaire qui fait l'objet d'une contestation. Qui fait l'objet maintenant d'une contestation à la fois scientifique, à la fois sociale. Donc la question de l'intégration des médias numériques comme mode d'apprentissage est remise en question. Je vous dirais par exemple que la question du développement de l'esprit critique à l'égard du numérique a désormais la cote. Donc, probablement que cette articulation-là, qui fréquemment est associée à un flou, mais qui en même temps est très liée entre l'éducation par les médias et l'éducation aux médias, devra se faire de manière plus claire à l'avenir pour qu'on puisse préserver, si vous voulez, les acquis de l'éducation aux médias et sa crédibilité en milieu scolaire. Et peut-être aussi prendre nos distances à l'égard d'un certain nombre de discours qui ont été pendant un certain temps assez jovialistes et acritiques du rôle que peuvent occuper les technologies dans le développement, on pourrait dire, des compétences recherchées au XXIe siècle. Merci beaucoup. Eh bien, on termine. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour vos questions. Et donc, je vais laisser Laurence conclure ces rencontres de l'éducation aux médias et à l'information 2024.